Bonjour, je vais pouvoir commencer. Merci d'être là. Je commence par me présenter. Moi, je suis Delphine Fourneau. Voici mon starter pack Noaï. Moi, ça fait 15 ans que je travaille dans le jeu vidéo. Même, c'est un peu une date, un mois anniversaire, vu que j'ai commencé en avril 2010, mon premier stage dans cette industrie. J'ai commencé dans un studio qui s'appelait CCCP, qu'on connaît maintenant sous le nom de Digital Games. J'y ai passé 5-6 ans. Ensuite, je suis partie en indépendante. J'ai participé à plein de petites prods, principalement de jeux indés. Et jusque 2022, où j'ai rejoint l'équipe de Nerial. Voilà, un long parcours. Durant lequel j'ai pu participer à pas mal de projets, parmi des équipes de taille plus ou moins différentes, mais souvent en fait petits projets indés avec allez, 2-3 personnes parfois, au max 5. Et il se trouve que très rapidement, j'étais en charge de l'esthétique de ces jeux parce que j'étais soit la seule artiste, soit je portais le jeu moi-même, soit là, plus récemment, on me mettait vraiment en charge de la direction artistique et du coup, j'étais dans un poste de lead artiste ou de directrice artistique. Et donc, ce parcours, il m'amène jusqu'en 2022 où j'étais en charge de la direction artistique de ce jeu qui s'appelle The Crush House. Et je suis venue vous en parler aujourd'hui parce que il a été un peu particulier vu que c'était le plus gros projet auquel j'ai pu participer. Un projet plus ambitieux, plus proche du triple I, d'un point de vue budgétaire déjà. Vu qu'en taille d'équipe, on est plus sur, au pic de production, une équipe d'environ 25 personnes chez Nerial. Et si on compte l'équipe de Devolver, on monte à 70 personnes, je pense. Et ça a été une production d'environ 2 ans et demi. Donc voilà, le jeu est sorti en août l'année dernière. Et je vais vous passer le trailer si j'y arrive. Alors, ici, et on va bien le mettre au début. C'est bien ça ? Non, c'est pas ça. Ah, c'était l'autre onglet ? Ouais, c'est clac, clac. Tu vois la souris ? Oui. Hop. Et non. Un peu de patience, s'il vous plaît. Et non. Désolé. Je fais la petite musique pour s'attendre, qu'on attende. Est-ce que c'est pas l'autre onglet ? Parce que j'ai vu qu'il y avait 2 onglets. Welcome to sunny, sexy Malibu. The year 2000 is knocking on the door, and the hottest reality TV show this side of the millennium is heating up. A new crop of sassy singles are mingling in the iconic mansion together. But can they get along, or will the crush become a clash? Jay, what were you doing all night? It doesn't matter. Move your butt. The cast are coming in, and you have a show to make. Grab the camera and get upstairs. Listen, the network loves your picks for the season, but we're still under pressure, so make sure you capture both drama and romance. Okay, so things are already heating up, for better or for worse, so be sure to film anything that's gonna keep those ratings popping. The spicier, the better. The fans want those wild moments, so film those big fights, big emotions, and, well, big butts to make everyone happy. And Jay, remember the network's #1 rule. No matter what happens, never speak to the cast. Just stick to the show, focus on your job, and don't ask questions you don't want answers to. Is this cast popular enough to go down the success slide, or will they have their hearts crushed into obscurity? Tune in, turn it up, and join the party in The Crush House. Allez, donc vous avez vu The Crush House, ça se passe en 1999 à Malibu, donc on est sur une ambiance très ensoleillée. Et le but de ce jeu, ça va être de produire une émission de télé-réalité
Et donc on va incarner un personnage qui s'appelle Jaye, qui va se promener dans une grande maison assez fantastique pour aller capturer les aventures du casting qui va se balader dans la maison. Et on a eu un super jeu de mots pour expliquer ce gameplay qui est, faut le dire, c'est un peu un ovni. Hein. Donc voilà, on a qualifié ça de First Person Shooter. Pourquoi ? Parce que donc on est en first person. On va shooter du coup des séquences pour aller voir ce qui se passe dans la maison, pour assouvir la soif des audiences qui assistent à l'émission. Voilà. C'est du coup ce qu'on fait dans le jeu. Et donc moi, en arrivant dans l'équipe, ça c'est le brief créatif qu'on m'a donné. Donc il fallait pouvoir représenter les codes visuels de la fin des années 90, début des années 2000. On voulait que ça se passe à Malibu, ça je l'ai déjà dit. On voulait une maison emblématique. En fait, la maison, ça devient quasiment le personnage principal de ce jeu. Il fallait vraiment qu'il soit très caractérisé. On a évidemment des personnages qui sont hyper importants, qu'il fallait rendre très identifiables, très uniques dans leur style. Même si il y avait aussi cette envie de les rendre, d'avoir un style un peu adulte par rapport aux thématiques abordées. Le ton, il est assez humoristique et absurde, mais on va avoir aussi des thèmes un peu sombres au niveau de la narration, donc il fallait que l'esthétique puisse un peu soutenir ces deux aspects-là. Et petit point qui avait son importance quand même sur les aspects techniques, on a une narration procédurale, j'y reviendrai un peu plus tard, mais nous par exemple sur les personnages, on devait faire en sorte que dans toute situation, tous les personnages soient permutables. Donc une conversation donnée, il fallait que chaque personnage puisse jouer les mêmes animations et les mêmes situations. Donc ça posait quand même certaines contraintes. Voilà mon brief créatif. Et donc moi, j'étais en charge de l'esthétique de ce jeu. Et si je suis venue en parler aujourd'hui, c'est évidemment, je vais parler un peu de ce qui a drivé les choix visuels. Mais je voulais surtout aussi parler du rôle que j'ai eu dans l'équipe et la dynamique qu'on a eu dans cette équipe. Parce que comme je l'ai mentionné avant, c'était la plus grosse équipe dans laquelle j'ai eu à travailler. Et du coup, j'ai vraiment eu à réfléchir à mon rôle de art lead dans cette dynamique-là. Et j'ai voulu faire un petit retour d'expérience par rapport à ça. Parce qu'il y a eu des positionnements, en fait, qui m'ont semblé importants. Donc, allons-y. Premier axe, déjà, il y a eu... un art lead, ça fait quoi ? Ça pose une vision esthétique. Et moi j'ai eu tout un temps en tout début de prod, donc en pré-prod, où j'étais seule, où j'ai pu commencer à poser des croquis et essayer de solidifier la vision. Donc j'ai préparé quelques extraits de ce qui a constitué notre bible graphique. Donc déjà au niveau de l'architecture, comme j'ai dit, il nous fallait une maison emblématique. Et les premières recherches, elles se sont articulées autour de cette référence-là, qui est la The Stahl House, qui est une maison qui a été créée par Pierre Koenig, et qui a des lignes très modernistes. Et surtout, ce qui nous intéressait dans cette référence, c'était cette grande ouverture au niveau des vitres, avec le côté très traversant. Pourquoi ça nous intéressait ? Parce qu'il fallait qu'on puisse naviguer dans la maison avec la caméra et pouvoir apercevoir les personnages d'un peu partout. Donc on voulait une grande visibilité. Donc en ça, cette référence, pour nous, elle marchait très bien. Et on a avancé un peu là-dessus, jusque 2023, où il y a un film qui est sorti qui s'appelle Barbie. Et j'ai kiffé. Du coup, je me suis dit, allez, je vais mettre des piliers roses partout, on va mettre la structure en blanc, et allez, on va rendre ça bodacious, comme ils disent les Anglais. Et ça a un peu, pas complètement influencé du coup les choix esthétiques qui ont été faits ensuite pour entretenir aussi ce côté lumineux et donner encore plus de personnalité à cette maison. Donc ça, c'est pour la maison. Sur les premiers concept art,
Je sais pas pourquoi je continue de regarder cet écran, il n'y a rien dessus pour moi. Il y a eu les espaces intérieurs aussi. Donc il a fallu, là, l'enjeu c'était de chercher des palettes de couleurs, des formes, des accessoires de déco qui allaient rappeler les années, années 90, années 2000. Les palettes de couleurs un peu néon. Il y a eu aussi toute une réflexion autour forcément de la navigation, vu qu'on est dans un jeu en first person, mais en plus on a des personnages qui évoluent dans ces espaces, et il faut pouvoir tourner autour avec les caméras. Donc en fait, en termes d'espace, on a essayé de faire un peu attention à ça. Et voilà, les enjeux, c'était vraiment d'avoir des espaces qui puissent paraître un peu cosy et accueillants pour les persos, tout en ayant toujours ce côté over the top, en fait, pour accompagner le fait qu'on soit dans une émission de télé-réalité et qu'on voulait des beaux cadrages, etc. Donc ça, c'est les concept art de la maison en surface, et on a aussi une partie, on va dire, plus utilitaire en dessous. Ça, c'est la chambre de Jae, donc le personnage qu'on incarne. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que c'est la partie. Si j'en raconte trop, je vais vous spoiler la narration. Elle est un peu téléphonée en vrai, mais bon, on s'en fout. Voilà, il y a eu pas mal de recherches sur le mood, le lighting pour pouvoir accompagner la partie un peu plus underground de la narration. Très gros axe dans les recherches. Le casting avec les personnages. Alors, il y a eu beaucoup d'exploration sur les persos. Les environs, les moods, les couleurs, ça, je pourrais vous en parler pendant des heures. Je me crispe un peu plus quand il s'agit de faire du chara-design, très bizarrement. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir, évidemment. Là, par exemple, donc on s'est arrêté assez rapidement sur... au début, on en voulait beaucoup plus, mais on s'est arrêté sur un nombre de 12 personnages pour le casting. Et donc j'avais des briefs de la part de l'équipe narrative, et derrière c'était à moi d'essayer de donner un visuel et donner corps à ces personnages qui avaient des archétypes assez marqués. Ce qui a été assez cool, ça a été d'aller faire des recherches sur la mode vestimentaire de cette période. Et en fait, entre les années 90 et le début des années 2000, déjà, par exemple, on pouvait marquer un peu plus si certains persos étaient un peu plus ringards que d'autres. Donc sur les années 90, on est plus sur des espèces de color block, etc. D'ailleurs, c'est revenu ces derniers temps. Moi, je trouve ça fantastique. Pour les persos qui étaient un peu plus des fashionistas, on est plus allé sur des couleurs un peu néon, avec des tissus plus synthétiques. Voilà, donc toute cette phase de recherche qui est assez sympa. Mais vraiment l'enjeu, c'était de créer des silhouettes très identifiables, des persos qui se distingueraient bien les uns des autres. Il y a eu aussi des inspi autour de célébrités de cette époque. Kurt Cobain qui a pris très cher, par exemple. Mais on a aussi eu des références à Victoria Beckham, qui s'appelait pas Victoria Beckham à l'époque d'ailleurs, Grace Jones, etc. Et donc on a itéré, à cette époque-là j'étais plutôt toute seule, il y a eu pas mal d'itérations sur le look des persos jusqu'à arriver à un look qui allait pouvoir être transposé en 3D. Et voilà, je vous en reparlerai un peu plus tard, mais c'est tout. Pendant toute cette période, sous le travail que j'ai pu effectuer un peu dans mon coin pour essayer de poser la vision esthétique et artistique du projet. J'ai aussi fait des tests de rendu sur la 3D, etc. Ça, c'est des piliers qui étaient hyper importants pour moi. Un autre pilier qui a été extrêmement important, c'est mon équipe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dès le départ, moi, l'enjeu, c'était de pouvoir poser des bases qui allaient être faciles à faire, faciles à déplier dans le temps donné. Je reviendrai un peu plus tard sur les membres de cette équipe, mais ce que je voulais souligner ici, c'est que, ok, c'est une équipe confortable, hein, on est sur une équipe, là, je vous ai mis donc les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes.
En core team, vraiment à faire de la production 3D, être tout le temps là, on est environ 5 à plein temps, 4-5. Donc, obligatoirement, il y a des choix à faire pour que ça soit réalisable et viable. Donc, dès lors, en fait, en termes de direction artistique, il faut que je pose les bases d'un style qui va être facile à produire. Et je vais essayer de mesurer l'impact de chacun de mes choix créatifs sur le pipeline de production. Moi, des fois, quand j'en parle, je dis « Oh, mais c'est chiant, c'est un frein à la créativité ». Non, au contraire, je trouve ça hyper bien de réfléchir comme ça. Il faut bien qu'on se mette des contraintes à un moment. Et pour moi, en fait, des contraintes de production, c'est hyper bénéfique et c'est vraiment un win-win pour son soi du futur. Merci, c'était cool d'y avoir pensé. Plutôt que de se dire, allez, on y va en roue libre et de se retrouver complètement épuisé à la fin d'une prod, même si c'est toujours ce qui se passe éventuellement. Donc voilà, par exemple, techniquement, ce qui se passe pour mettre en place un style facile à produire. Petite technique que moi j'ai souvent utilisée sur mes prods, c'est on évite du texturing compliqué. Et on évite les zones wrap compliquées particulièrement. Et donc il y a cette méthode où en fait au lieu de passer beaucoup de temps à déplier les modèles, on va aller assigner les faces à des color swatch, à des textures, ce qui vraiment accélère énormément le processus. Et voilà, en première partie, moi, mon enjeu, c'était d'essayer de pousser la qualité du style et l'ambition du visuel sur la base de cette technique, en modulant le niveau de détail, etc., etc. Les persos, je vais vous en parler beaucoup, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'un des gros enjeux, c'était d'avoir plein de silhouettes très différentes et identifiables. Oui, mais quand on est 1,5 à modéliser les persos, qu'il va y avoir une animatrice et qu'on veut que tous les persos ils soient permutables, vous l'avez vu dans le trailer, ils peuvent s'embrasser, ils peuvent s'enlacer. En fait, d'un coup, ça devient un casse-tête incroyable. Peut-être qu'en AAA, ils se permettent de le faire. Nous, un petit peu moins. Donc, ça, c'était un beau rêve. Mais en fait, c'était quand même beaucoup plus sage d'essayer de normaliser un petit peu les persos et de trouver des astuces pour quand même réussir à remplir cet objectif d'avoir des persos qui se ressemblent pas les uns les autres. Ça se joue à quoi ? Ça se joue à avoir des palettes de couleurs très identifiables. Sur les proportions, on a quand même réussi, je vais vous montrer après comment, à avoir des morphologies différentes. Et ensuite, il y a des jeux aussi sur les tenues pour pouvoir ajuster un peu faker l'impression qu'on a face à la silhouette selon la hauteur à laquelle on place sa ceinture ou des choses comme ça. Donc on les a tous mis à la même taille et en gros à la fin il n'y avait plus que 2 gabarits à partir desquels en fait moi en gros j'ai fait plein de tests pour à partir du même mesh pouvoir recréer toutes les morphologies différentes de notre casting. Et à partir de là, on a pu restreindre un peu les problématiques de rigging, de modélisation, parce que tous les personnages étaient déclinables sur cette base-là. Et donc ça, c'est les prototypes en 3D que j'ai pu fournir à la caractériste artiste en fin de pré-production. Tout ce que je viens de vous dire là, c'est un peu une version du coup condensée de ce que j'ai pu faire pour poser la vision et la bible graphique avec les premiers fondements du coup des pipelines artistiques. Là où il a fallu ensuite bien réfléchir, une fois que l'équipe était complète, c'est comment on allait s'organiser et comment, en gros, ce que je me suis demandé, c'est comment je vais pouvoir transmettre tout ça. Et alors je l'ai pas su direct, mais voilà, encore une fois, je vous fais un retour d'expérience de ce qui s'est mis en place. Donc, sur l'organisation, déjà, on a eu une équipe qui a fonctionné de manière assez horizontale. Vous allez me dire, normal, vu la taille de l'équipe, ça aurait été dommage. Mais du coup, c'était hyper cool parce que à partir du moment où on fonctionne de manière horizontale, ça permet vraiment de favoriser l'autonomie et la responsabilisation de chacun. Donc chacun avait
son champ d'action, avec sa responsabilité là-dessus. Et globalement, on a une équipe qui était hyper autonome, qui allait solliciter à droite à gauche. Voilà, c'était très cool. On a quand même veillé à ce que les rôles soient bien définis, parce que comme les profils étaient très polyvalents dans l'équipe, il ne s'agissait pas non plus qu'on vienne se marcher sur les pieds. Donc, champ d'action, on communique, mais là, attention, c'est mes plates-bandes. Si tu veux changer un truc, tu me préviens, quoi. Enfin, au moins, c'était défini. Et par contre, vraiment, on a essayé d'encourager autant que possible la collaboration et l'entraide. Pour vous parler un peu plus de l'équipe et des responsabilités de chacun. Du coup, bon, désolée, je me suis mise en première, mais bon, je me suis déjà présentée. Donc, j'ai eu ce rôle de porteuse de vision de lead art. J'avais aussi un rôle en production où je me suis pas mal occupée de la maison, des props de la maison et du level art. Donc, j'essaie d'assembler un petit peu tout ça. J'ai eu une sidekick merveilleuse, Hélène, qui a réalisé quasiment la totalité des props et des objets que vous pouvez voir dans le jeu et dans la maison, donc en 3D, et profil polyvalent qui pouvait aussi switcher à la 2D. Emma, si vous avez joué au jeu ou si vous avez aperçu ce qui se passe dans le trailer, elle a fait un taf incroyable sur tous les UI et les menus. Il y a eu énormément d'itérations sur cette partie. Évidemment, pour moi, elle fait aussi partie de la team artistique, mais c'est vrai qu'elle était un peu en marge vu qu'elle a beaucoup collaboré avec l'équipe de design. Voilà, ça a été un peu un pôle indépendant à elle-même, Emma. Mais du coup, je la présente quand même dans l'équipe. Peggy. Alors Peggy, couteau suisse du jeu vidéo, c'était incroyable de bosser avec elle. Donc elle était en charge des animations et elle nous a aussi fait des VFX qui sont absolument fantastiques. Force de proposition, c'était une collaboratrice vraiment très importante. Alain, je pense que beaucoup de monde ici connaît Alain, qui était du coup notre tech artiste dans l'équipe. Alain, il est venu nous sauver à un moment, c'était incroyable. Il a fait, mais oui, je peux vous faire des shaders, et puis voilà, tout s'est mis à briller. Merci. Grand soutien, très grande expérience, quelqu'un de très rassurant aussi. Donc c'est Alain. Cathy, donc, qui a été la personne qui a modélisé en 3D les personnages. Cathy, j'étais hyper contente de l'avoir dans l'équipe parce que, en fait, quand j'ai réfléchi au look des personnages en 3D, son travail, c'était une de mes références, en fait. C'est Pritchou sur Internet et voilà, j'avais son travail en référence. Et puis, quand on a cherché quelqu'un, je lui ai dit, et si on lui demandait à elle? Et elle a dit oui. C'est parfait. Et donc quelqu'un qui a beaucoup d'expérience aussi, et donc trop cool de bosser avec elle. Et Pierre Vincent, Pilou de son petit nom, qui est venu nous aider sur les cutscenes. Donc encore une fois quelqu'un de très polyvalent, et qui est venu en plus à une période où on était en fin de prod. Et donc vraiment le soutien qu'on a eu sur les cutscenes à ce moment-là, qui en plus sont très très belles. C'était trop cool. Voilà, la Dream Team. Et j'avais quelque chose à dire là-dessus, c'était dans mes notes. Une team qui est encore une fois très polyvalente. Et donc l'idée, c'était de dire comment en fait là-dessus. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que chacune de ces personnes, en fait, de par leur profil, quelque part, elles auraient pu avoir mon rôle, en fait, en toute humilité. Il y avait un truc où, si j'arrivais pas avec une vision claire, et si on n'avait pas été structuré de cette façon-là, ok, en fait, peut-être qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait pris le dessus. Des fois, c'est ce qui se passe dans les équipes. Hein. Alors, ça fait pas du bien. L'ego, il en prend un coup, mais voilà. En fait, du coup, j'ai essayé de réfléchir à comment je pouvais mettre en place une collaboration où j'allais réussir à porter la vision du jeu, tout en collaborant et en valorisant l'expertise de toutes ces personnes de l'équipe.
Une des choses qui a été mise en place, du coup, c'est de la documentation, de façon à ce que toutes les recherches et tous les piliers de jeu et tout ce qui avait été posé soit disponible à tout moment et mis à jour régulièrement, soit par moi-même, soit par les membres de l'équipe qui avaient leur propre partie. Et ça a été une des premières choses mises en place vraiment pour harmoniser le niveau d'information au niveau de l'équipe. Et s'il y avait une personne à onboarder, on avait tous la même documentation à dispo. Voilà, c'est un peu bête et méchant, mais en fait, ça marche de ouf. Et il faut, je pense, prendre le temps de le faire quand on se retrouve à une équipe un peu plus nombreuse. Ensuite, il a fallu mettre en place des choses pour fluidifier la communication. On est une équipe en télétravail, donc moi je considère pas que ce soit particulièrement un problème, mais ça demande à faire aussi des efforts supplémentaires pour qu'on se parle en fait et pour que l'information elle circule facilement. Donc là, en fait, c'est là où je me rends un peu garante de la communication de mon équipe et où j'organise des points réguliers, où il y a au minimum un one-to-one toutes les semaines. S'il y a besoin de faire des ponts entre les personnes ou avec les différents pôles, on aménage ça. Et d'être hyper vigilant à ce que la communication elle soit assez constante. Moi, j'ai fait en sorte d'être aussi disponible et accessible que possible. Même si vraiment je suis comme tout le monde, il y avait des jours où j'avais pas envie. Et puis d'avoir des supports de communication variés, donc communication orale, communication écrite, documentation, images, paint-over, mime à la caméra. On a essayé de diversifier autant que possible pour que, en fait, on le sait, sur chaque mode de communication, on perd toujours un petit degré d'information. On essaie de varier autant que possible et d'utiliser un vocabulaire commun. Parce que alors il y a des fois, on a l'impression d'avoir tout compris, on sort d'un meeting et en fait, on parlait pas du tout de la même chose. Et j'ai un petit exemple là-dessus, et ça c'est une personne qui fait pas partie de l'équipe artistique, mais qui a été un grand soutien de cette prod, Laura, qui était la senior producer dans l'équipe. Et c'est un outil qu'elle a mis en place et qui m'a été très très utile, c'est la definition of done. Sur une milestone, quand on dit ça on aimerait bien que ça soit fait, ouais ok, mais en fait on a commencé il y a 3 mois, c'est quoi fait en fait? On pouvait dire là on aimerait bien que pour la prochaine milestone on soit en Q3 et donc du coup on se référait au document, on disait ok Q3 ça veut dire quoi? On a la modélisation, on a un texturing simple et on a mis les objets en place, mais en fait on s'est pas pris la tête sur le lighting, on s'est pas prit la tête sur les VFX, c'est pas grave si le texturing il est pas nickel. Juste on a envie de se donner une idée et voilà, c'est ça Q3 et let's go. Donc un outil très utile sur l'harmonisation de la communication. Encore un petit peu de méthodologie, mais en fait, vous allez voir où je vais en venir plus tard, mais ça a été une prod où on s'est beaucoup adapté. Petite équipe, mais on essaie quand même de mettre en place de la méthodo. Et du coup, quand j'ai préparé cette conf, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à faire des schémas d'organisation. Enfin, pour moi, je me dis oui, mais cette fois-là, c'était pas comme ça. Enfin bref. Du coup, j'ai pris un cas d'étude sur quand on a voulu ajouter les expressions des personnages. Et donc, expression des personnages, c'est une demande du coup qui vient de la direction créative et qui nous dit, voilà, quand ils dialoguent entre eux, on aimerait les voir changer d'expression, qu'on sache s'ils sont fâchés, s'ils sont contents, il y a même eu un moment où il y a eu l'idée d'avoir un lip sync. Encore un truc. Voilà. Mais on voulait quelque chose d'hyper expressif, qui soit visible de loin, de très lisible. Donc moi je reçois ce brief et je dis ok, alors par contre moi j'ai pas du tout envie qu'il y ait de la modélisation sur les visages, donc déjà on va partir sur une apparence flat 2D pour les expressions parce que à mes yeux en fait c'était vraiment pertinent comme choix pour que ça soit très 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 lisible en fait au niveau des persos. Donc, je commence à faire mes recherches de mon côté, je fais une petite popote, je fais des concept art, en fait, je fais toutes ces recherches, je concerte un peu, évidemment, le pôle tech pour voir la faisabilité, je concerte certains membres de mon équipe pour voir si ça va le faire aussi, jusqu'à ce que j'arrive à une spec. Une spec, donc temps de préparation pour moi, temps de réflexion, je concerte et j'arrive avec un document en disant voilà, en fait, on va le faire comme ça.
Ça, c'est hyper important pour moi. En fait, c'est peut-être la façon dont je fonctionne, mais je pense que c'était chouette aussi au niveau de l'équipe. Temps de préparation, de réflexion, où là, en fait, on arrive avec une demande qui est aussi claire que possible. Ça ne veut pas dire qu'elle évolue pas par la suite. Et une fois que j'ai ça, et ben là, je peux aller briefer les différents membres de l'équipe. Donc, par exemple, Cathy, ça l'impactait parce qu'il fallait changer, il fallait bouger les mèches au niveau du visage des persos. Ça a impacté Hélène parce qu'Hélène, en fait, une fois qu'il y a eu le template qui a été créé, c'est elle qui a décliné tous les sprites, toutes les expressions pour chacun des persos. Je rappelle qu'il y en a 12 et ça, c'est pas la liste complète des expressions qu'on a dans le jeu. Donc il y a quand même un peu de taf là-dessus. Donc ça impacte Hélène en prod. Il y a Alain qui intervient aussi parce qu'il nous faut des shaders spécifiques pour ces parties du visage. Donc il faut que ça apparaisse dans le bon ordre par-dessus. Il faut que ça prenne correctement la lumière qui a été mise dans le jeu. Et il y a des histoires de masques au niveau des pupilles, etc., etc. Et bien sûr, ça impacte Peggy qui, d'un coup, doit ramener tout ça dans ses animations, doit placer des triggers pour que ça se déclenche au bon moment, etc., etc. Il y a aussi des ponts à faire avec le pôle tech qui fait de l'implémentation aussi au fur et à mesure. Donc là, moi, ma présence à ce moment-là, c'est d'essayer d'être facilitatrice. C'est que, en gros, je les laisse faire leur tambouille. En vrai, je suis pas sur leur dos. Par contre, je check où ça avance. Et dès qu'il y a besoin de faire un passage de relais d'une personne à l'autre ou d'aller solliciter le pôle les développeurs ou autre, c'est là où j'interviens et en gros j'essaye de fluidifier la communication au niveau de l'équipe. Jusqu'à ce qu'il soit possible de tester. Donc là c'est la phase où il y a du feedback et des listes de retakes. Donc il peut concerner plein de monde. Donc là c'est le moment où en fait je me rends garante de la qualité en fait du rendu. Jusqu'à la validation finale. Et donc là, de manière très concrète, en fait, c'est-à-dire qu'à l'entrée, les validations de liste des tâches, je les fais avec la prod, et il n'y a que moi qui peux dire ah oui, c'est fini. De cette façon-là, en fait, j'ai vraiment un check sur la qualité finale. Voilà, j'ai quand même réussi à faire un schéma, même si c'est pas trop mon truc, mais c'est juste pour essayer de réexpliquer en fait à quel point même si on laisse les gens en autonomie, le fait de redonner un cadre et de mettre les choses en place pour que justement il y ait un suivi au niveau de la vision et qu'elle soit raccord autant que possible du début à la fin, même si on laisse de la communication et de l'autonomie au milieu, c'est comme ça qu'on a essayé d'aborder les choses. Et donc, tout ça, en fait, des fois, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes parce qu'on se dit tous toujours, bah oui, c'est bien de faire comme ça. Il y a des choses qui étaient importantes pour moi à partir du moment où je me suis retrouvée dans ce rôle, j'encadrais l'équipe. En gros, je refusais que les membres de mon équipe puissent être en souffrance à un moment à cause de mes décisions. Personne ne veut voir quelqu'un d'autre souffrir, hein, normalement. Mais voilà, je voulais surtout pas en fait, que ce soit mes décisions qui puissent créer des problèmes. Donc ce que j'ai mis en place, c'est ce que je vous ai expliqué avant, c'est la méthodo et le fait d'articuler les choix créatifs autour de l'équipe. Mais j'ai aussi eu d'autres motos plus ou moins conscients. Et je pense que c'est un peu des choses que j'aimerais continuer de mettre en place si je me retrouvais à nouveau dans cette position-là. Donc, vraiment, une approche, c'est plutôt de donner des caps que des listes de tâches. Donc, plutôt donner vraiment une direction lointaine, plutôt que de dire mets le pied là et micromanager les gens. Je trouve que c'est beaucoup plus sain, alors encore plus quand on a des profils expérimentés avec soi, comme là c'était le cas. Mais globalement, en fait, faut faire confiance aux gens. En fait, montrer un cap, c'est vachement plus efficace, je trouve. Si je dis ça, c'est parce que j'ai souffert du micromanagement. Je ne veux plus que ça arrive.
Donc oui, éviter le micromanagement juste de manière générale parce que c'est se donner une fausse impression de contrôle, je pense. Faire du feedback constructif, donc éviter les jugements de valeur. J'aime pas, c'est moche. Je fais quoi avec ça? Maintenant, en fait, ça prend du temps de faire du feedback, ça c'est clair, mais il faut prendre ce temps-là pour globalement préserver son équipe et encore une fois lui donner une direction plutôt que tacler inutilement le travail. Et dernier point qui a été cool et intéressant, c'est de donner de l'espace aux autres personnes. C'est pas parce que j'étais en charge de poser l'esthétique du jeu qu'il fallait pas que non, ça c'est mon terrain de jeu, toi tu vas juste exécuter. Non, c'était pas l'idée. Et d'ailleurs, quand je vous ai dit que les persos des fois ça en fait, on a eu un super ping-pong créatif, c'est un exemple, hein, mais avec Hélène. Je prends l'exemple ici de ce perso qui est le perso de Priscilla. Donc ça, c'était des esquisses que j'avais fait, parmi les esquisses que j'avais fait pour cerner un peu le personnage. Et jusqu'à ce moment, on s'est dit, ouais, mais comment on fait pour aller plus loin, pour donner un peu plus de juiciness, on voulait un truc un peu sexy, en plus parce que c'est Malibu, etc. Comment, en fait, on donne encore un peu plus corps à ces personnages? Et ben là, c'est Hélène qui reprend les personnages un à un. Donc là, c'est sa planche pour Priscilla. Et qui vient en fait donner sa patte sur les proportions, qui va faire des nouvelles propositions d'outfits, et qui va vraiment rebondir sur ce chara design. Ça a été hyper intéressant parce que en fait, si on regarde, bon, ça c'est tout le casting du coup qui a été revisité par Hélène, c'est cadeau, voilà. J'ai pas fait de disclaimer, je suis désolée. Donc ça, c'est le cast qui a été entièrement retravaillé par Hélène, qui a fait de nouvelles propositions. Et ça, donc, c'est une planche que je vous ai déjà montrée un peu plus tôt, ou un truc équivalent. Si on regarde par exemple Priscilla, il y avait cet effet bootleg sur la proposition d'Hélène qui n'était pas du tout sur le dessin initial. Et je trouve que c'est quelque chose qui caractérise vachement la silhouette de Priscilla à la fin et qui était assez chouette à ajouter. Ayo, pareil, sur les premiers dessins que j'avais fait d'elle, elle avait plutôt une petite jupe avec un body. Et ben, le jogging, c'est une idée d'Hélène qui est arrivée. Et donc, il y a vraiment des choses qui ont permis de faire évoluer ces persos, de leur donner plus de corps. Et en plus, ce qui était hyper intéressant avec ça, c'est que sur cette base-là, donc tout à gauche, c'est moi qui redessine Priscilla sur la version d'avant d'Hélène, enfin bref, ping-pong, hein, vous avez compris. Et derrière, tu as Hélène qui fait des propositions d'outfit parce que, en fait, on avait cette envie d'avoir plusieurs saisons dans l'émission avec des thèmes, et donc il fallait des outfits différents en fonction des saisons de l'émission. C'est trop cool parce qu'en fait Hélène elle s'est approprié ses persos, en fait ils sont autant elle qu'à moi, et derrière ça permettait aussi de déléguer plein de choses sur les persos, par exemple sur certains assets marketing, sur certains assets 2D qu'il y avait dans la maison, donc c'était non seulement une belle respiration pour elle, enfin j'espère en tout cas, et en plus ultra bénéfique pour la créa du projet. Des choses que j'ai essayé de faire en dehors du fait de pas faire des choix créatifs qu'on n'aurait pas pu assumer par la suite. J'ai essayé d'être constante dans la prise de décision et dans juste le rapport émotionnel. De ne pas être une girouette qui un jour dit oui, un jour dit non. De ne pas être un goéland. Pardon. Le goéland qui est cet oiseau qui vient se poser sur l'île et qui dit un truc et qui repart pendant 3 semaines. Peut-être que ça vous rappellera des souvenirs. Voilà, essayer d'avoir une constance en termes de présence, en termes d'humeur. J'essaie de faire ça. J'essaie autant que possible d'être attentive à l'entrain, à la motivation des gens, de façon à pouvoir leur offrir des respirations s'il y avait besoin. Donc changer de tâche, des fois il y a des effets vraiment de tunnel, de rabbit hole, où pendant des semaines on voit la personne qui fait ça, et fait, allez viens, on va aller faire quelque chose d'autre, ça va être plus rigolo, tu reviendras plus tard. Et
Et oui, filtrer les demandes et pushback quand nécessaire. Voilà, être bouclier pour son équipe aussi quand il y a des demandes un peu bizarres. Là, c'est anecdotique, mais en même temps pas tant que ça. Je reviens encore au perso. On avait eu voilà, des idées où il y avait certains persos pouvaient avoir des talons. Il y avait un truc au niveau de la mode qui était un peu important pour nous. En fait, au niveau de la narration, ils ont vu ça. En fait, ils étaient contents en fait, parce qu'ils avaient commencé à écrire des histoires. Et puis la direction créative, ils ont dit, ah ouais, les talons et tout. Ils s'étaient vraiment projetés sur le fait que les persos allaient avoir des talons. Jusqu'au moment où nous, on arrivait à la 3D. Et puis tous ces trucs, vous savez, les animations permutables, le rigging qui doit s'adapter à toutes les circonstances. Non, il n'y aura pas de talons. Hein. Et je sais même plus si j'avais osé poser la question à Peggy, parce que Peggy, je sais très bien qu'elle m'a fait, bah oui, il y a une solution, t'inquiète pas, tout le monde on trouve toujours des solutions. Ouais, mais non, en fait, parce que on rajoute ça, plus ça, et à la fin, on n'en peut plus. Donc j'ai fait, non, en fait, il n'y aura pas de talons, et c'est moi qui ai soutenu cette décision auprès de la direction créative, pour le bien-être de tous. Ce que j'ai appris pour moi, petite séquence émotion. Je l'ai un peu dit en intro, je suis quelqu'un qui avait l'habitude soit de bosser seul au niveau, pour la partie artistique, soit avec une toute petite équipe. L'équipe sur le projet précédent, sur Inoa, on était à 3. Enfin, c'était principalement moi, mais j'ai eu des personnes pour m'aider. Bref, l'habitude de faire, en fait, d'avoir les mains dans le cambouis, et puis il y a que sur moi que je peux compter, tout ça. Là, en fait, j'ai très vite compris que je pourrais pas être sur tous les fronts, à mes dépens. Et du coup, j'ai appris à déléguer. Et déléguer, c'est la vie. Voilà, c'était trop bien. Apprendre à dire je ne sais pas encore. Oui, donc poser mon propre rythme. En fait, c'est pas parce qu'on doit leader une équipe et avoir une vision claire qu'on ne peut pas dire pousse, pause. Il me faut 2 semaines pour réfléchir à ce sujet. 2 semaines, enfin j'en sais rien, je prends des exemples. Trouvons d'autres choses à faire en attendant et je reviens quand je sais comment il faut faire les choses en fait. Choisir ses combats. Y avait en fait, comme tout le monde, il y a des choses qui me tiennent à cœur sur un projet. Et il y a des fois où j'ai lâché prise, où je me dis peut-être que c'est pas là que je dois mettre mon énergie, je vais peut-être garder un peu de force pour plus tard, parce qu'en fait quand on est sur une équipe de 25 personnes, tout le monde a ses combats, hein, donc il y a un moment où on tempère, on fait bon, peut-être que c'est pas si grave que ça s'ils ont pas de tatouage. Ok. Bon, c'est un exemple un peu. Et savoir demander de l'aide, oui. De ne pas rester justement dans ces rabbit holes, justement, de savoir se retourner vers l'équipe de production si jamais il y a des requêtes un peu difficiles et que justement qu'on n'a pas de force pour aller au combat, d'aller voir la production en disant j'ai pas très envie de le faire quand même. T'inquiète, on passe en priorité 3. T'inquiète ma cocotte, on verra plus tard. Ah bah super. Et c'est ce qui s'appelait demander de l'aide et compter sur la production avec qui on peut travailler main dans la main. C'est pas la seule à qui je pouvais demander de l'aide évidemment, mais c'est important de l'apprendre et de pas s'entêter parfois. Voilà pour ce que j'ai appris. En résumé. On arrive à la fin, j'ai même pas checké le temps avec tout ça. Tout ça pour dire, du coup, que j'ai essayé autant que possible, déjà par habitude, parce que forcément pour quelqu'un qui bossait tout seul, toujours un peu cette habitude de prendre en compte le fait que j'allais être toute seule à faire par rapport au choix esthétique. Là, en fait, le raisonnement était le même si l'équipe était plus grande. Et j'ai vraiment voulu avoir un process qui allait s'adapter à l'équipe, plutôt que l'équipe qui allait devoir s'adapter à tout ce qu'il allait avoir à faire. Et je pense que déjà dans l'approche, ça change vachement le paradigme. Si on veut essayer de préserver les gens.
Évidemment, tout ça, c'est vraiment prenez tout ça comme un retour d'expérience. Je suis pas là pour faire une masterclass en management. Je suis là pour raconter ce qui s'est passé pour moi sur ce projet. Mais dans tous les cas, en fait, on apprend tous. Je pense cependant que ces notions de relations humaines au sein des équipes, on les prend toujours pas assez en compte dans notre industrie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis pas venue déplier tout ce qui s'était passé en process technique ou autre. J'avais vraiment envie de parler de ça parce que c'est juste triste de tout le temps entendre parler de burn-out en fin de prod. Et voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit attentif à ça. Et des fois, il y a juste pas grand-chose à faire pour qu'on y arrive. Et ouais, si on arrive un peu plus à remettre l'humain au cœur du process, et en particulier à une époque où on a les IA qui viennent un peu challenger les notions de créativité et tout, je pense qu'en fait, on y gagnerait beaucoup. Je pense qu'on arriverait vraiment à trouver un équilibre entre des notions de productivité et de créativité, si juste on fluidifie nos process en étant plus humain et agile, en fait, en s'adaptant aux gens qui composent les équipes plutôt que l'inverse. Peut-être qu'il y aura un livre à écrire là-dessus, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était My Two Cents et je vous remercie pour votre attention. L'équipe au grand complet pour les créditer tous. Merci à Nérial de m'avoir fait confiance et à Adon de m'avoir invité. Et j'écoute vos questions. S'il y en a. Y a-t-il des questions? Oui. Je vais commencer par le plus proche. Pas madame. Déjà, merci pour la présentation. En fait, c'est moins une question qu'une remarque. En fait, au tout début de la presse, tu parles d'horizontalité, mais en fait, j'ai l'impression qu'au long de la presse, tu décris plus, même si ça peut être un peu un gros mot, en fait, un fonctionnement vertical mais sain. En fait, c'est-à-dire que c'est quand même toi qui a donné le lead, qui a donné le cap, qui a managé l'équipe et qui a fait la communication avec les autres. Mais évidemment, comme tu le racontes, chaque artiste fait son travail de son côté et on lui donne la confiance qui lui est due et il a droit de retour, il a droit de questions, etc. En fait, pour moi, c'est vraiment la définition en fait d'un management qui est quand même vertical, parce qu'il y a quand même une personne qui est entre guillemets, je dirais pas au-dessus, parce que voilà, mais qui en tout cas va donner le cap. Mais les autres ont droit de retour, ont droit de faire aussi comme ils le sentent, etc. Enfin, voilà. Je comprends. En plus, mon schéma, il porte aussi beaucoup à croire ça. Ce que j'ai voulu beaucoup expliquer, et c'est un mot qui me revenait souvent quand j'essayais d'expliquer la façon dont on fonctionnait dans l'équipe, c'est que moi, hiérarchiquement, je me suis jamais sentie au-dessus de mon équipe. Ce que je voulais, c'était travailler avec eux. C'est juste que moi, d'un coup, j'avais un rôle qui était celui de cimenter mon équipe. Et le ciment, je l'ai apporté comment? En essayant d'avoir une vision claire, en les accompagnant, en étant là pour... en fait, chacun apportait sa brique. Et en fait, s'il y avait un écart entre les briques, et je me mettais au milieu. Et puis, j'essayais vraiment de faire en sorte que tout vienne ensemble. Et j'ai eu beaucoup de mal à illustrer ça. Mais c'était l'idée. Et je sais que le schéma de Méthodo tend à penser le contraire, mais vraiment pour moi c'était un fonctionnement horizontal. J'étais pas là, et puis même j'étais porteuse de vision, mais pas supérieure hiérarchique. Voilà, si c'est mieux expliqué comme ça peut-être. Merci. Je vais faire le pessimiste. Est-ce que des conflits sont arrivés quand même? Comment tu as fait pour ne pas générer par tes décisions, en amont ou en aval, des frustrations chez tes collaborateurs et collaboratrices? S'il y avait, par exemple, des gens qui disaient non, je pense que ce personnage, j'y tiens dur comme fer, enfin, je suis convaincu de ça, il faut qu'il soit de telle manière et pas de la manière qu'on a décidé tous et tout ensemble. Alors, La question est claire.
Il y a eu oui, il y a pu avoir des débats, par exemple, plus avec la direction créative, pour le coup, donc les personnes du coup qui voilà, avaient la vision aussi gameplay, tech, etc. Où encore une fois, là, chacun essaie de tirer la couverture à soi, forcément. Donc oui, évidemment qu'il y a eu des fois où on n'était pas trop d'accord et il y avait discussion, on trouvait le compromis, on essayait de voir sur qui ça allait avoir le plus d'impact aussi en termes de faisabilité. Au niveau de la team en elle-même, il n'y a pas eu de conflit particulier. Soit vraiment j'ai fait un job d'enfer, soit j'ai eu beaucoup de chance, je sais pas. Mais il y a eu une période où on a travaillé avec un autre écartiste et en fait là ça a un peu coincé un moment sur vraiment la façon dont on prenait la vision, la façon dont il fallait l'implémenter, etc. Et la collaboration s'est terminée de toute façon après, mais en tout cas, ce qu'on essaie de faire à cette période-là avec cette personne, c'était de revenir au pilier constamment et puis à chaque fois de réargumenter les choix qui étaient faits pour vraiment qu'on réussisse à se réaligner sur la vision. Et en fait, je pense que globalement, ça se comprenait assez bien une fois qu'on avait donné des caps. Et même moi, j'étais pas inflexible sur le fait de shifter un petit peu s'il y avait besoin, quoi. Tu parlais tout à l'heure du rôle de ciment que tu avais dans l'équipe. J'imagine que ça prend du temps. Le fait de documenter, enfin de gérer la documentation, de faire des feedbacks, de se positionner quand il y a un truc qui manque, de faire du one-to-one. Tout ça, si tu as eu aussi du coup ta liste de tâches à faire, est-ce que tu as eu une liste de tâches précise à faire aussi qui devait rentrer dans le planning? Et si oui, comment tu as géré le fait que des fois, potentiellement, ça prenait beaucoup de temps de gérer ton équipe? C'est là où je dis qu'il a fallu que j'apprenne à lâcher prise sur certaines choses et à déléguer. Parce qu'au début, je pensais... j'ai prototypé pas mal de choses et je pensais pouvoir avoir plus de force de prod en fait de ma part tout au long du projet. En fait, il y a eu des périodes. Ça dépendait un peu des périodes et des périodes où j'ai eu un peu plus de temps moi pour me dégager du temps pour ces tâches-là. Il y en a eu d'autres où vraiment en fait quand il y avait 5 ou 6 personnes en même temps dans l'équipe à accompagner, là clairement, je sais pas en termes de ratio. Je pense que je passais 80% de mon temps à accompagner les gens et 20% où j'essaie de me dégager une journée dans la semaine pour quand même faire ma prod. Ça a été une équipe pas facile à trouver, honnêtement. Ça a été un sujet épineux pour moi de comprendre en fait que c'était normal parce que c'était ce qui était attendu de moi sur cette prod là et de réussir à du coup remonter à la production, dire là moi en termes d'objectifs ça va être trop short parce que regardez en fait il y a tout ça qui s'empile en même temps et du coup on trouvait des solutions, soit en délégué, soit on rediluait, on redispatchait autrement. Soit il me disait écoute la semaine prochaine là les concepts pour tel sujet ça attendra, focus-toi sur ça et puis voilà c'était un peu du Tetris. J'avais jamais une autre semaine qui se ressemblait en fait du coup ça demande de s'adapter ouais. On a le temps pour une petite dernière question, s'il y en a une. Et s'il n'y en a pas, je vous remercie tous. Je remercie Delphine. Merci beaucoup. Et la soirée officielle commence dans 30 minutes. Donc d'ici là, vous avez quartier libre.